Bonjour à tous, bienvenue à notre première conférence de la journée 4 du CIAL Canada 2020 dédiée à l'innovation présentée par notre experte en innovation et coprésidente du jury CIAL Innovation, Isabelle Marquis. Le sujet d'aujourd'hui, tendance de l'innovation, des fossés se creusent et de nouveaux horizons s'ouvrent. Sans surprise, les tendances alimentaires actuelles sont en continuité avec ce qu'on observe depuis quelques années. Un amalgame de praticité, santé, plaisir et développement durable. Mais en observant de près, on remarque des oppositions et des contradictions de plus en plus marquées entre ces tendances. Certaines rassemblent, d'autres divisent, mais toutes nous poussent à se questionner et à prendre position. Ainsi, le plus grand défi en innovation ne semble plus être d'anticiper le prochain ingrédient à la mode, mais plutôt d'identifier dans quelle direction s'en vont le marché et notre client. C'est ce que va tenter d'expliquer Isabelle Marquis, spécialiste en consommation alimentaire à travers son intervention. Professionnelle de la nutrition, du marketing alimentaire et de l'innovation depuis plus de 20 ans, Isabelle possède des connaissances et un savoir-faire multidisciplinaire unique, acquis à la fois en agence conseil et en entreprise de transformation alimentaire. Aujourd'hui à son compte, Isabelle accompagne des entreprises de toute taille du secteur alimentaire québécois et canadien à chacune des étapes de leur travail en pré-commercialisation. Elle est également collaboratrice auprès de magazines spécialisés à l'émission L'épicerie sur ICI Radio-Canada Télé. J'ajouterai à cela qu'Isabelle est impliquée dans le CIAL Canada depuis plus de 10 ans en tant qu'experte en innovation. Assez parlé, je laisse les paroles à Isabelle. Merci Xavier. Bonjour à tous. Je suis ravie de me retrouver avec vous aujourd'hui, comme tout le monde, dans un mode un peu particulier, on se le dira, qui n'est pas du tout ce qu'on aurait souhaité ni anticipé pour le CIAL de cette année, mais bien heureuse que ça puisse se faire et se réaliser malgré tout. Merci infiniment à l'équipe du CIAL d'avoir tout fait pour mettre ça en place et nous donner l'opportunité de partager, de discuter d'innovation, de tendances et de tout ce qui se brasse dans le secteur alimentaire, parce que malgré la pandémie et malgré toutes les folies qui se passent en ce moment, reste que notre secteur est un secteur qui est extrêmement dynamique, qui ne s'est pas éteint, mais pas du tout durant les derniers mois. Et il y a encore beaucoup, beaucoup à venir, ça c'est certain. Alors, permettez-moi de vous partager la présentation. Voilà, je crois que ça fonctionne. Alors, comme le disait Xavier en introduction, ce dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui, ceux qui ont l'habitude de me suivre au CIAL, vous savez que je donne toujours une conférence d'1 heure sur l'évolution des tendances et de l'innovation en alimentation à l'international. Cette année, j'ai décidé d'aborder le sujet un peu différemment. Donc, plutôt que de simplement faire un tour d'horizon des nouveautés et de ce qui est dynamique, j'ai voulu faire ressortir et mettre en valeur un sujet qui me trotte dans la tête, qui me fait énormément réfléchir depuis une bonne année, voire même un peu plus, à savoir les oppositions qu'il y a de plus en plus marquées entre les différentes tendances en innovation alimentaire et à quel point ces oppositions-là, malgré qu'elles aient l'air parfois complètement opposées, se retrouvent et se rassemblent à certains égards et dans d'autres cas, pas du tout. C'est totalement irréconciliable, ce qui force les entreprises autant que les individus à prendre position. Donc, je vais vous inviter à naviguer un peu au travers de tout ça. Il y a évidemment beaucoup d'éléments dont on pourrait parler parce que les oppositions, il y en a pas mal. Est-ce que je suis capable de faire avancer le document? Donnez-moi un petit instant. On va avoir un petit enjeu techno ici. Voilà, pardon. Merci. En passant, parenthèse éditoriale, il faut que je le dise, en plus des soucis qu'on a avec la pandémie et tout, mon ordi m'a créé certains soucis qui font en sorte que je ne vais pas m'en servir ce matin pour vous parler. L'équipe du CIAL me sauve en me prêtant un de leurs ordinateurs, donc merci à l'équipe pour ça. Alors bref, au programme aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses que je vais vous partager, alors je vais sauter tout de suite dans le vif du sujet. D'abord, vous faire un portrait quantitatif des tendances de l'innovation en 2019, très bref. Ensuite, on va analyser 3 des grands courants opposés
de tendances pour, bien sûr, en faire une synthèse par la suite. Donc, allons-y déjà dans le vif du sujet. Alors, données qui m'ont été partagées par Protéines XTC, partenaire du CIAL depuis toujours sur le volet innovation. Merci à XTC pour ces données. J'ai choisi de vous présenter spécifiquement les données canadiennes plutôt que de faire un tour du monde au complet. Comme Xavier le disait en introduction, dans le résumé de ma conférence, si on regarde les 5 grands axes d'innovation en alimentaire, il n'y a pas de mouvement majeur qu'on a observé entre 2018 et 2019. Ça bouge comme ça bouge un peu à chaque année. Et là où on a des belles surprises, c'est notamment du côté de la santé. Donc, la santé, croissance légère de ce côté-là, mais les tendances, en fait, qui sont sous cet axe-là, notamment la naturalité et le côté végétal et le côté plus fonctionnel ou médical, si on veut, elles ont bougé. La naturalité, qui est la grande tendance en forte croissance et qui domine plusieurs des marchés depuis plusieurs années, semble se stabiliser en termes d'innovation. On a même au Canada un léger recul en termes de nombre de produits qui ont vraiment axé leurs innovations sur cet attribut-là de façon très spécifique, alors que le végétal, lui, dont on a relativement peu entendu parler pendant des années, oups, là, il pop. Sans surprise, quand on connaît bien le marché actuel, on le voit, on le sent que le volet végétal pousse. Et ce chiffre-là, on n'a pas encore les données de 2020, mais fort certainement qu'il va avoir continué à montrer une croissance. L'autre surprise est sur l'axe de la forme, donc ce qui concerne davantage notre physique. C'est le volet santé, pas santé, mais énergie et bien-être qui ressort. Donc, cet axe-là de forme en est un qui est relativement peu dynamique, ou du moins dynamique, mais très, très niche. Et là, dans la bulle ou dans la sphère de tendance énergie-bien-être, on est beaucoup dans la catégorie des breuvages notamment et des boissons de toutes sortes, mais aussi dans les produits alimentaires, produits qui arrivent avec des attributs donc qui nous aident à gérer notre énergie, soit à nous donner de l'énergie, soit au contraire à nous aider à nous calmer. Et ce segment-là en particulier de calmer, gérer l'anxiété, la fatigue, etc., en est un qui semble un bon moteur d'innovation. Donc, voici les éléments de nouveauté en termes de chiffres qu'on a pu observer dans la dernière année. Maintenant, au niveau, donc le cœur de ce dont je veux vous parler aujourd'hui, qui sont les fameuses tendances opposées. Voici les 6 courants dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui. Encore une fois, j'aurais pu en prendre plein d'autres parce que des oppositions, il y en a plein. Et ces 3-là me semblaient particulièrement porteurs. À savoir, d'un côté, naturalité et simplicité, et dans son opposé, ce que j'ai appelé les aliments techno, ou donc les technologies. Ensuite, le volet, surexploitation, individualisme. Donc là, on regarde plus la façon de transformer et la façon de produire, avec son opposé qui est la valorisation ou revalorisation et collaboration. Et comme troisième tandem, comme troisième duo, j'ai choisi d'opposer le virtuel avec le sensoriel. Pour commencer, donc, simplicité, retour aux sources d'un côté, aliments techno de l'autre. Cette opposition-là existe depuis déjà longtemps, ce n'est pas complètement nouveau, mais ce que je remarque, c'est que l'élastique s'étire et commence à s'étirer loin, pas à peu près d'un opposé à l'autre. Commençons par le volet simplicité, retour aux sources. 3 mots-clés particuliers à retenir en lien avec ce courant-là. De un, la notion vraiment de sobriété. Donc, on simplifie tout. La transparence complète. Il n'y a pas de cachette dans ce cas-ci. Et une grande notion d'autonomie aussi. Premier point, en fait, pour mettre en lumière ce courant-là de simplicité et de retour aux sources, il faut se remettre à niveau, je dirais, sur la notion de clean label. Clean label, qui est expression anglaise qu'on aurait pu prendre comme un équivalent, ou du moins comme un mot similaire pour la naturalité, qui est dans l'air du temps depuis déjà au moins une bonne quinzaine d'années et qui, à venir jusqu'à
tout récemment, était essentiellement concentré sur la composition du produit. Donc, quels ingrédients sont utilisés, en avoir le moins transformé possible, le moins d'additifs possible ou d'éléments chimiques possibles. Tout était concentré, ou presque tout était concentré sur la liste d'ingrédients. Aujourd'hui, on est ailleurs. Et surtout dans cet extrême-là de simplicité et retour aux sources, on parle plus juste de clean label au sens premier, mais même de clear label. Et la pandémie qu'on vit en ce moment fait juste mettre encore plus de pression là-dessus pour étirer l'élastique un peu plus loin. Ce qui fait que quand on veut parler de clean label aujourd'hui, on doit commencer à prendre en compte tous les autres aspects de l'aliment. Donc oui, sa composition et sa valeur nutritive sont toujours dans le portrait, mais il est aussi question de procédés de transformation. Comment ça a été fait? Par qui? Ou l'impact environnemental de chacun des ingrédients et des procédés, des pratiques de l'entreprise, tout le volet d'éthique, de transparence, la provenance et évidemment toute la notion d'authenticité. Le clean label, la naturalité est en train de se redéfinir pour inclure un peu de tout ça. Certaines entreprises ont déjà entamé du travail dans cette direction-là. Je vous en donne deux exemples simples ici. Untamed Feast, qui est une petite entreprise américaine qui ne va pas avec le dos de la cuillère. Pour eux, quand on parle de naturel, c'est pas juste peu transformé et sans additifs. Naturel, c'est tel que la nature l'a fait dans le meilleur contexte possible. Et l'exemple qu'ils montrent en première page de leur site web, c'est en lien avec les champignons. Donc, pour eux, l'ultime naturel, c'est un champignon sauvage, pas cultivé, mais récolté en pleine forêt, dans les conditions parfaites que la nature lui a données, et non pas des champignons de culture. Donc, quand je vous parle d'extrême et jusqu'où l'élastique s'étire, on peut aller jusqu'à redéfinir le mot naturel jusque-là. Un peu moins étiré, mais quand même intéressant, je voulais vous présenter un exemple d'un produit local que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est fait par l'entreprise Les Charlatans. Un classique, la sauce Worcester, qu'on connaît tous, en fait, je crois. Et l'entreprise a eu la bonne idée en voulant rendre le produit encore plus clean, si vous me permettez l'expression, et encore plus local, de remplacer un des ingrédients clés de la recette, qui est de la pâte d'anchois, par un ingrédient local qui est du kombu royal, donc une algue qui pousse naturellement très bien en Haute-Gaspésie et qui apporte non seulement plein de bonnes choses pour la santé, mais aussi pour l'environnement. Et en plus en faisant ces changements-là, le produit est encore plus local, il est encore plus éco-responsable. Les anchois, du moins dans certaines espèces d'anchois, sont en voie de disparition. Pour rendre le produit, mettre la cerise sur le sundae, si je peux dire, en faisant ce changement-là, il perd un allergène majeur. Alors bref, entreprise qui a fait pas mal le tour du chapeau, le tour du cercle que je vous présentais juste avant dans la notion de clean label. Le bio. Le bio aussi, évidemment, fait partie de cette grande bulle-là, de la simplicité et du retour aux sources, mais on est rendu à aller vraiment au-delà du bio. Le bio n'est plus qu'une simple, et excusez-moi le mot simple parce que je sais que c'est pas si simple d'être certifié bio, mais au regard du consommateur ou de ce qu'on trouverait sur un emballage, c'est plus juste une simple certification, un sceau, mais de plus en plus, les agriculteurs, les producteurs et transformateurs souhaitent aller au-delà et vraiment incarner toute la philosophie qu'il y a derrière la notion de biologique, parce que en réalité, le bio, ça devrait être beaucoup plus que simplement éviter d'utiliser des pesticides ou des herbicides. L'exemple le plus parlant qu'on a en ce moment et qui est en effervescence, encore petit, mais qui suscite en tout cas beaucoup d'intérêt, c'est l'agriculture régénérative. Donc, définitivement, un concept qui est à surveiller, à explorer. Et ce qui est intéressant dans cette approche-là, c'est qu'il est question, en fait, de toutes les ressources renouvelables qui servent à la consommation humaine. Donc, on touche autant à l'agriculture qu'à l'élevage, et élevage animaux et poissons, et même à la foresterie. Alors, c'est vraiment une approche qui est très 360 degrés.
Une autre approche que je n'ai pas ici, mais que plusieurs d'entre vous connaissent peut-être, qui est la biodynamie. Biodynamie, donc, qui synchronise les cultures avec les cycles de la Lune, par exemple, ou des marées, etc. Donc, on est vraiment, vraiment plus loin que simplement élimination des pesticides et herbicides. Certification B Corp qu'on voit apparaître de plus en plus aussi dans l'agroalimentaire et qui est une autre façon de démontrer aux consommateurs qu'on va au-delà de l'idée de départ. Autre exemple intéressant dans cette sphère-là, c'est l'idée de dévoiler, et non seulement de dévoiler, mais de valoriser l'arrière-scène ou l'arrière du décor. Les consommateurs, on le dit depuis un bon moment, s'intéressent de plus en plus au comment et au pourquoi de la transformation des aliments. C'est pas toujours évident de leur expliquer ce qu'il y en est et parfois, on n'a juste pas envie de le faire parce que c'est pas toujours rose. Cela dit, sans que tout soit rose, il y a moyen d'être quand même transparent et de plus en plus d'entreprises, là, je vous donne un exemple qui vient de la France, de grands fermages, qui non seulement, encore une fois, dévoilent leurs pratiques, mais vraiment utilisent ça comme un outil et une opportunité de valorisation. Dans leur cas, donc, on ne parle pas juste d'éthique ou de biologique, mais carrément d'engagement pour préserver la biodiversité. On le sait que la transformation laitière est une catégorie qui se fait beaucoup écorcher depuis quelques années par différents groupes militants qui n'y voient que du feu et des inconvénients, notamment pour l'environnement. Et alors que les scientifiques, les experts le disent et le démontrent, il y a des avantages aussi à l'élevage si l'élevage est bien fait. Alors, c'est le pari que cette entreprise-là a pris d'éduquer, d'apprendre aux consommateurs quels sont les services que leurs vaches rendent à l'environnement et comment la boucle se boucle pour que finalement, il y ait un équilibre qui se fasse et que leurs produits soient tout à fait non seulement acceptables, mais devraient faire partie d'une saine alimentation et d'une alimentation responsable. Dernier exemple dans cette sphère-là, retrouver ou découvrir ce que j'appellerais le vrai de vrai. Vous serez d'accord avec moi, le mot vrai est un mot qui est actuellement, je vais le dire, surutilisé et souvent mal utilisé par les entreprises agroalimentaires. On essaie de sortir son épingle du jeu ou en fait d'attirer l'attention du consommateur sur ce qui est positif dans le produit, mais sans toujours nécessairement faire attention à ce qu'implique le mot vrai. Quand on est dans l'extrême de la sphère dont je vous parle en ce moment, il n'y a pas d'ambiguïté du tout. L'exemple de la laiterie Aura en est un très, très éloquent. En fait, la transformation est minime. Le lait n'est même pas pasteurisé. En fait, oui, ça, il doit l'être, mais il n'est pas homogénéisé. Donc, il y a le collet de crème qui remonte à la surface comme dans le bon vieux temps. Bref, c'est vraiment minimalement manipulé. Et autre élément qui est vraiment à surveiller si cette sphère-là vous parle ou rejoint votre marque d'une façon ou d'une autre, c'est toute la notion d'alimentation intuitive. Donc là, je sors des produits eux-mêmes, mais vraiment d'une philosophie qui rejoint de plus en plus de consommateurs qui essaient de s'affranchir du yo-yo des diètes et des contradictions dans l'univers des diètes alimentaires. L'alimentation intuitive est vraiment la nouvelle ère de l'alimentation, je dirais, qui, bien simplement dit, nous invite à retrouver nos instincts et à écouter et à entendre ce que notre corps a à nous dire, parce qu'au fond, il nous dit tout de ce qu'il a véritablement besoin. Donc, bref, les grands facteurs d'influence de ce courant-là, de simplicité et retour aux sources, sont la santé, évidemment, les enjeux climatiques et environnementaux, et aussi la surabondance d'informations et de désinformation. On est tellement bombardé et submergé d'informations sur tous les sujets qui concernent notre alimentation, vous serez d'accord avec moi que ça devient difficile de garder le fil, de ne pas en perdre son latin, de savoir qui croire, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de consommateurs qui carrément décrochent de tout ça et se disent ça ne devrait pas être si compliqué, je veux reprendre le contrôle de tout ça et tout va bien aller. Donc, plus il y aura de continuité dans cette surabondance d'informations et de désinformations, plus de gens seront sans doute attirés vers ce courant-là de simplicité. Et en fait, quelle est la quête des consommateurs qui tendent vers cette extrémité-là? D'abord et avant tout, d'être rassurés.
de se reconnecter à l'essentiel, retrouver ses instincts, comme je le disais à l'instant, prendre le contrôle de son alimentation. On s'est laissé nourrir complètement depuis 2-3 générations par l'industrie. Chacun veut reprendre le contrôle à la fois par souci de savoir et d'être rassuré, mais aussi pour le plaisir et la satisfaction, la valorisation qui vient avec ça. Il y a bien sûr une grande recherche d'authenticité et quand je parle de valorisation ici, je parle de valorisation individuelle, mais aussi collective. Qui dit nature, qui dit retour aux sources, dit nécessairement un volet humain très fort. Et donc, la valorisation juste égoïste et individuelle n'a évidemment pas sa place. Le volet collectif est très important. À son opposé, les aliments techno, donc 3 mots-clés pour résumer ce courant-là. Réinventer, optimiser et briller. La première chose, j'aurais pu faire une présentation à 100% que sur les imitations qu'on se trouve à avoir en ce moment. Je vous montre seulement quelques exemples que je trouvais particulièrement parlants. Donc, c'est fini, ou en tout cas, ça achève l'ère du simple copier-coller dans lequel on a été pendant des années. On est vraiment dans l'ère du imiter et remplacer. Et les entreprises jouent du coude très fort dans ce segment-là, avec toujours plus d'audace, comme l'exemple ici de cette entreprise-là américaine qui se présente comme la Tesla des pépites de poulet. Et ils ne se gênent pas pour mentionner clairement un peu partout sur leur site web qu'ils utilisent à fond des technologies pour nous proposer des simulations à s'y méprendre quasi surréalistes. Fait intéressant que je voulais souligner que j'ai lu dans une étude américaine parue à la fin de l'année 2019, ce ne serait pas la santé et ce ne serait pas le développement durable ou pas la protection, mais oui, je peux dire la protection des animaux qui sont les moteurs numéro 1 de motivation pour les consommateurs pour essayer ces produits-là. C'est simplement la curiosité. Et les entreprises qui arrivent à tabler là-dessus de bonne façon, comme c'est le cas avec Nogs, semblent tirer leur épingle du jeu particulièrement bien. Autre exemple, je sors volontairement du secteur de la viande et des produits laitiers parce que, vous le savez comme moi, il y a énormément d'exemples qu'on aurait pu donner là, mais je voulais, pour ceux qui ne l'auraient pas réalisé, vous faire découvrir qu'en fait, cette tendance-là, cette mouvance-là à imiter et remplacer s'applique aussi à plein d'autres produits qui sont dans d'autres catégories, d'autres types de produits qui ont aussi leurs défauts ou leurs faiblesses ou leurs éléments agaçants qu'on souhaiterait parfois remplacer. C'est ce qu'a voulu faire Mellow Rooster avec sa copie de café. Donc, un produit qui a été développé par des amateurs de café, des baristas et des propriétaires de petits cafés haut de gamme ici et là. L'idée, en fait, est de copier en goût, en texture, en arôme le café et de suffisamment bien le copier pour être capable de s'en servir comme on veut. Donc, si vous êtes un amateur de café sous percolateur, de café froid, café filtre, peu importe comment vous l'aimez, vous avez la possibilité avec ce mélange-là de reproduire l'expérience avec les désagréments en moins. Donc, on parle d'un produit qui est énergisant plutôt que d'être stimulant sur le plan cardiovasculaire, ce qui est un des défauts du café, ce qui fait que plusieurs se font dire de ralentir leur consommation, voire d'arrêter d'en consommer. C'est beaucoup moins irritant pour l'estomac. C'est un produit qui, à la base, a été fait avec un mélange de fruits et de racines rôties. Donc, c'est un peu ça l'idée derrière. Et évidemment, toutes sortes de technos qui nous permettent d'arriver au résultat qu'on voit là. La guerre, je vous le disais, dans le secteur du VG notamment, elle est très, très forte. Et malgré que ce soit un créneau d'innovation qui soit encore très jeune, déjà, plusieurs entreprises se bousculent et essaient d'amener le concept 2-3 étages plus loin. Un autre exemple ici dans le secteur des fromage du Haute-Zarella qui a été développé par un chef d'origine italienne qui travaille dans un grand restaurant de Washington. Et comme vous le voyez peut-être, c'est un peu petit, mais dans
dans son slogan, dans ses communications, il nous parle qu'on ne s'ennuiera pas des vaches, on va oublier les vaches à partir du moment où on va découvrir ce type de produit-là. Sachez qu'il y a plus de 10 000 nouveaux brevets qui ont été demandés pour des aliments à base d'ingrédients végétaux entre 2017 et 2019. Je ne sais pas combien il y en aura eu en 2020 pour ajouter là-dessus, mais ça, c'est juste aux États-Unis. C'est énorme. C'est énorme à quel point il y a d'effervescence sous ce créneau-là. Évidemment, qui dit techno, dit émergence de nouveaux concepts, de nouveaux mots aussi. Bon, il y en a auxquels on commence à être habitué, comme le fromage mal écrit ou fromage ou mozzarella suisse, le smoothbucha qui m'a bien fait rire récemment. Mais si je veux vraiment aller à l'extrême de cette tendance-là, le nouveau concept ou le nouveau vocabulaire qu'on doit faire ressortir, c'est tout ce qui concerne plutôt la nutrigénomique. Donc, c'est-à-dire adapter son alimentation en fonction de ses gènes, de son ADN. Il y a des tests. En fait, l'entreprise que je vous présente ici, Biogénique, est une entreprise québécoise. Il y a possibilité d'aller faire tester ou évaluer son ADN et d'en ressortir avec un bilan qui va nous indiquer quels aliments on devrait favoriser ou éviter compte tenu de ce que nous disent nos gènes. Donc, ça peut aller très, très loin. Aussi, ce qui pousse beaucoup sur le développement des technologies et notamment le fait qu'on commence à manquer d'espace en termes d'agriculture et d'agriculteurs aussi pour nourrir la population grandissante. Donc, le concept d'agriculture urbaine est en explosion partout. Vous avez sans doute entendu parler comme moi à la fin de l'été de la première récolte de raisins vendangés sur le toit du Palais des Congrès. Je crois que les premières bouteilles devraient sortir dans 2 ans, si je me souviens bien ce que nous rapportait ce reportage-là. Mais bref, il n'y a plus de limite, ou presque, à ce qu'on essaye et à ce qu'on teste en ville. Et la pandémie qu'on vit actuellement a poussé beaucoup sur l'idée ou le concept d'autonomie alimentaire et de rendre aussi les villes beaucoup plus résilientes. Donc, il y a beaucoup de projets en cours, beaucoup d'investissements qui vont se faire là-dessus. Évidemment, les technologies sont au cœur de la chose. Je profite de l'occasion pour vous présenter très brièvement les 2 gagnants du pitch de start-up du CIAL de cette année, donc qui ont été dévoilés hier et qui planchent clairement au niveau des technologies. Novagro, de son côté, qui sont, comme vous le voyez, des espèces de micro-serres, en fait, qu'on peut avoir à la maison. Le concept existe déjà depuis un certain nombre d'années, mais ils ont souhaité aller plus loin avec une meilleure ergonomie, permettre une plus grande diversité de ce qu'on peut cultiver aussi dans ces micro-serres-là. Et de son côté, Bello, qui, eux, touchent à l'eau. Donc, l'eau qui est une de nos ressources naturelles les plus précieuses et qu'on sait en ville notamment qui n'est pas toujours de très, très bonne qualité. Ils ont voulu aller au-delà, bien au-delà de ce que font Brita et les autres marques d'assainisseurs d'eau et vraiment de purifier complètement l'eau qu'on se trouve à boire. Et non seulement ça, mais il y a la possibilité dans cette petite machine-là d'ajouter des capsules de vitamines et de minéraux personnalisables pour remplir des besoins particuliers que vous pourriez avoir. Donc, on est vraiment dans le fonctionnel. Qui dit techno dit aussi, donc évidemment, aliments et ingrédients fonctionnels. Tout le secteur des protéines et des fibres en particulier, ça reste nos 2 nutriments vedettes. Pour lequel il y a énormément d'innovations qui se trouvent à se faire et dans lesquelles les technologies jouent un rôle majeur. Qu'on parle d'extrait, de concentré, d'isolat, d'hydrolysa, de protéines texturées. Il y a de multiples façons d'aller extraire et transformer les protéines et éventuellement les fibres pour enrichir plus facilement des aliments transformés.
ou simplement aller chercher des bénéfices pour la santé qui sont particuliers, comme ce que nous présentait ici sur leur site Agromédia, une entreprise française, en fait une grande entreprise française, Arla, qui a développé une nouvelle gamme de produits de lait maternisé, en fait, où ils utilisent les hydrolysats de protéines au lieu d'autres formes pour essayer de réduire les réactions allergiques chez les tout-petits. Donc, ce n'est pas juste pour une question de nutrition, mais de fonctionnalité aussi. La technologie peut nous aider à résoudre certains problèmes. La techno nous permet aussi de faire des choses extravagante dans une certaine mesure. Ce produit-là, plusieurs d'entre vous en ont peut-être entendu parler l'année dernière. Ça avait fait couler beaucoup d'encre quand c'est arrivé sur notre marché. C'était importé d'Allemagne. C'est une boisson beauté, donc un produit de beauté à consommer et qui agit de l'intérieur, c'est le concept. Le beauty food n'est pas quelque chose de nouveau. On en voit à travers le monde depuis déjà plusieurs années, mais ça s'était estompé. C'est beaucoup plus dynamique du côté de l'Asie. Et là, oups, ça commence à réapparaître davantage sur notre marché et aux États-Unis aussi. Et je ne saurais vous dire, bien franchement, quel niveau, quel type de technologies ont été utilisées dans ce produit-là pour supporter toutes les allégations qui se trouvent à faire. Parce que si on se fie juste à la liste d'ingrédients, c'est très, très simple. Ça a l'air plutôt d'un jus. Mais bon, dans ce cas-ci, ça semble très techno. Qui dit techno dit aussi nouvelles expériences et nouvelles applications. On était déjà au courant qu'on pouvait boire son repas, mais maintenant, on peut aussi manger son cocktail. C'est ce que Glenlivet, grande marque de spiritueux, a choisi de faire. Ils ont lancé ça à la fin 2019. Ce sont des capsules de cocktail. Le cocktail est encapsulé, en fait, dans une petite capsule à base d'algues. Et l'idée est de révolutionner, de changer complètement notre expérience de consommation cocktail. Donc, on ne sirote plus, on met ça dans la bouche, ça fond doucement, petite pression de la langue sur le palais pour faire exploser le tout et vous avez une explosion de saveur et une toute nouvelle expérience. Je parie que si c'est aussi bon que ce qui en a l'air quand on regarde leur publicité là-dessus, que ça doit être difficile de s'arrêter et de respecter le 0.08. Mais ça, c'est une autre histoire. S'il y en a parmi vous qui le laissaient, vous me le direz. Mais bref, concept intéressant pour nous amener complètement une nouvelle expérience. Et dans un tout autre registre, j'aime bien ce produit-là qui brasse une catégorie. Il s'agit en fait d'omelettes et de classiques omelettes épinards feta, jambon fromage, et il y en a d'autres dans leur gamme, mais présentées en barre. Et en barre, quand je dis en barre, c'est vraiment l'image première qui vous viendrait en tête, qui est d'une barre tendre ou d'une barre de céréales en sachet individuellement, stable à température ambiante. Bien, c'est exactement ça que l'entreprise nous propose. Donc, une omelette qu'on peut manger quand on veut, pas besoin de la réchauffer, pas besoin de la réfrigérer. Et évidemment, c'est très nourrissant parce qu'il y a véritablement des œufs, du jambon et du fromage ou des légumes et du fromage à l'intérieur. Donc, bonne dose de protéines complètes et autres nutriments. Mais donc, on amène la consommation d'un produit déjeuner ou repas dans une autre sphère complètement. Et ça, il y en a plusieurs autres qui le font et qui osent bousculer des catégories en se servant des technologies. Brave Robot aussi, vous en avez peut-être entendu parler dans les derniers mois, petite start-up qui a lancé une gamme de produits laitiers, là, dans ce cas-ci de crème glacée qu'ils appellent Animal Free Dairy. Donc, ils ont réussi à reproduire en labo la protéine de petit lait, le whey protein, sans l'intervention de la vache, mais pas du tout. Donc, ils ont vraiment répliqué la molécule, si je peux dire, soi-disant qu'elle a toutes les mêmes propriétés, si on en croit ce que l'entreprise nous dit. Donc, une façon de manger des produits laitiers sans l'intervention de l'animal comme tel. On est rendu là.
J'aime bien cet exemple-là au centre, qui est un produit que j'ai vu au Ciel de Toronto l'année dernière et qui avait beaucoup attiré mon attention. Une entreprise de la Nouvelle-Écosse qui, grâce à la technologie FHPP, a réussi à séparer le squelette du homard de la chair. Donc, résultat, vous le voyez très bien avec cet emballage-là, on arrive à récupérer toute la chair du homard. Il n'y a pas de perte, pas de manipulation salissante. C'est de la praticité et une optimisation de rendement à son meilleur grâce à une utilisation de technologie. La viande est qualité sushi. C'est vraiment un produit assez exceptionnel. Et le petit dernier, qui n'est pas une grande révolution techno, mais qui me faisait trop sourire, il fallait que je vous le présente. Une nouvelle ligne de crème glacée où on sort la crème glacée complètement de son créneau dessert et gâterie habituel. C'est une crème glacée qui est positionnée comme étant une collation pré-dodo. Donc, la collation du soir est très populaire dans certains segments de population. Cette crème glacée-là, donc, a cette prétention-là parce qu'elle est beaucoup moins sucrée, beaucoup plus riche en protéines et elle est aussi enrichie d'un certain nombre de minéraux qui sont favorables à la détente, dont le magnésium, par exemple. Ils ont même eu la bonne idée de s'associer à l'American Pregnancy Association pour devenir la crème glacée officielle des femmes enceintes aux États-Unis. Alors, pourquoi pas? Bref, nos facteurs d'influence ici, encore une fois, on parle de santé, on parle d'enjeux climatiques et environnementaux. Donc, si vous m'avez bien suivi, les deux premiers sont exactement les mêmes que dans l'opposition. Sauf qu'on n'est pas du tout dans le même état d'esprit ici. Et évidemment, l'avancement rapide de la science et des technologies y est pour beaucoup. Notre consommateur, que cherche-t-il quand il est attiré par cette sphère-là? Se simplifier la vie, d'abord et avant tout, expérimenter, se soigner ou optimiser sa santé sans trop d'efforts ou de contraintes. Donc, dans l'opposition qu'on avait tout à l'heure, c'est vraiment une prise de contrôle complète de notre alimentation, avec tous les efforts qui sont requis pour y arriver, alors que dans ce cas-ci, on préfère encore s'en remettre à l'industrie pour faire le travail. On recherche simplement les solutions. C'est une valorisation qui est beaucoup plus individuelle. Alors, si je me ramène ces deux oppositions-là côte à côte, oui, l'élastique s'étire et il s'étire très, très loin à plusieurs égards. Cela dit, compte tenu des deux principaux facteurs d'influence que je vous présentais, que sont la santé et les enjeux environnementaux et le développement durable, on ne peut pas se permettre de garder ces deux sphères-là en complète opposition. Il est non seulement souhaitable, mais nécessaire que ces deux segments-là se croisent et se croisent le mieux possible et idéalement que la techno soit au service de l'humain, au service de la santé, au service de la nature et non pas l'inverse, ce qui nous permettra donc d'atteindre nos objectifs et de remplir l'ensemble des besoins des consommateurs. Je saute tout de suite au prochain, donc surexploitation, individualisme contre la revalorisation et collaboration. Surexploitation, j'en ferai pas un grand cas, il n'y a pas de... J'ai malheureusement pas de belles innovations à vous présenter ici. Pourquoi j'ai voulu le présenter pareil, ça reste qu'il y a encore aujourd'hui une part significative de nouveaux produits qui sont lancés sur le marché, ici et ailleurs, qui tombent dans ce panneau-là, donc qui ont comme objectif principal de faire de l'argent, d'être rentable d'abord et avant tout, sans réelle mission, sans réels engagements à quelque niveau que ce soit. C'est malheureux, mais c'est encore le cas et c'est pas demain la veille que ça va disparaître. Donc, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable, c'est un fait. Reste qu'il n'y a pas une semaine qui passe sans que de nouvelles études nous soient partagées pour nous informer des impacts de cette façon de faire-là. Évidemment, l'argent et le volet financier est ce qui influence énormément ce segment-là. Le scepticisme, manque de transparence et du côté consommateur, toute la pression financière, il ne faut pas l'ignorer et surtout pas la sous-estimer, particulièrement avec ce qu'on vit en ce moment. Et des produits qui sont dans la sphère que je viens de vous présenter avant sont généralement des produits un peu plus premium ou un peu plus chers. Alors, visiblement, il va y avoir encore un marché pour des gens qui n'ont pas les moyens de se payer ces produits-là.
Habitudes, facilité, on est toujours bien dans nos vieilles pantoufles, c'est difficile de faire changer les habitudes des gens. Et on est beaucoup aussi dans la culture du paraître, notamment avec l'essor des médias sociaux. Malgré tout, il y a des besoins et une certaine quête que les consommateurs ont en lien avec cette sphère-là qu'il ne faut pas ignorer. La recherche d'une certaine liberté, d'une gratification immédiate, la recherche encore et toujours de l'aliment plus que parfait, une certaine quête de praticité et avoir plus pour moins cher. Ce sont encore une fois, des besoins ou une quête du consommateur qui sont là. Je saute tout de suite dans son opposé parce qu'en matière de tendance et d'innovation, c'est vraiment là que ça se passe et il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire là-dessus. Nos mots-clés ici sont les suivants. Lutte au gaspillage, définitivement. Création de nouvelles opportunités de croissance et de rentabilité. Et l'idée de s'unir pour aller plus vite et plus loin. La première expression de cette sphère-là que j'aime beaucoup, je reprends la phrase célèbre que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Enfin, on fait vivre, ou j'ai envie de dire revivre, tout ce qu'implique ou tout ce que veut dire cette phrase-là en agroalimentaire. Les exemples pleuvent d'un peu partout, ça reste encore niche, mais il y a un potentiel énorme et extraordinaire dans cette sphère-là. Quelques exemples que je vous montre ici que j'aime particulièrement. Le chef de l'hôtel, du célèbre hôtel Georges V à Paris, qui a fait une association avec son producteur de champignons pour l'équivalent d'environ 1 500 $ par mois. Il donne à son producteur de champignons tout le marc de café produit dans l'hôtel. Et le producteur lui revient avec de magnifiques champignons qui ont été cultivés juste pour lui et qui sont servis sur sa table étoilée. Donc, intéressant de se servir d'un déchet pour aller ensuite chercher un ingrédient haut de gamme et qui est valorisé. Petite entreprise Regrained aux États-Unis qui a fait beaucoup jaser dans les derniers mois. Ils ont gagné plusieurs prix, à la fois pour le produit, l'emballage, le concept, leurs engagements. Bref, très, très dynamique de leur côté. C'était des fabricants de bière à l'origine et ils étaient un peu scandalisés eux-mêmes de voir la quantité de matière, de céréales qui se trouvaient à jeter après chaque production. Ils ont fait analyser le tout, ils se sont rendus compte que c'était ultra nutritif cette chose-là et ils ont trouvé des moyens de transformer ça en bar, en croustilles comme vous voyez ici. Et ils en sont rendus à un niveau où ils sont à ce point efficaces pour avoir des surplus et proposer à d'autres fabricants d'acheter leur substrat, leurs ingrédients de base pour les retransformer en autre chose, ce qui donne droit à ce moment-là à l'utilisation du logo que vous voyez en bas. Bref, les initiatives pleuvent de partout pour utiliser ou réutiliser ce qui était à venir jusqu'à tout récemment considéré quasiment comme un déchet. Pensez entre autres, c'est ce sur quoi se focus entre autres cette entreprise-là, Planetarians, les noix, toute la transformation de noix qui se fait pour faire les boissons végétales ou autres substituts de produits laitiers ou même de l'huile, à partir du moment où les graines ont été pressées pour en retirer l'eau ou pour en retirer l'huile, il nous reste une matière protéinée et vitaminée super nutritive. Dans certains cas, des producteurs donnaient ça pour l'alimentation du bétail. Rien contre l'alimentation du bétail, j'aime bien qu'ils mangent bien, mais ce serait bien aussi que les humains puissent en bénéficier. Alors, il y a définitivement beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Qui dit revalorisation et collaboration, ne dit pas juste collaboration entre des entreprises et entre des humains, mais aussi collaborer avec la nature. Et c'est ce qu'a souhaité faire cette start-up-là, cette petite entreprise 12 Tides, qui ont développé des collations à base d'algues, de certaines algues en particulier qui se cultivent facilement, qui se régénèrent facilement et qui ont aussi un impact environnemental majeur. Donc, c'est un ingrédient qui est bon pour la santé et pour celui qui le consomme, mais qui, pendant qu'il pousse aussi, nous rend des services, notamment ce sont des très forts séquestreurs de carbone.
Ils améliorent la qualité de l'eau, participent à la biodiversité, etc., etc. Donc, il y a toutes sortes d'idées comme ça qu'on peut aller chercher d'ingrédients quelconques qui, juste dans sa culture ou dans son développement, rend un service, en plus du service qu'il nous rendra plus tard quand il sera prêt à consommer. Certaines entreprises aussi choisissent de prendre des positions très, très franches, quasi militantes, notamment cet exemple-là qui est paru dans la presse la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, en fait, 14 septembre, d'une grande brasserie au Brésil qui a choisi de faire fluctuer le prix de sa bière en fonction de l'indice de déforestation. Donc, à chaque mois, ils évaluent quel est l'indice de déforestation au Brésil. Ils vont comparer ça avec le même mois de l'année précédente. S'il y a eu amélioration, le prix de la bière baisse. Si ça s'est détérioré, le prix monte. Donc, ça a été leur façon de prendre, permettez-moi l'anglicisme, de faire un statement, donc une prise de position claire et franche en tant que gros joueur pour faire réaliser à l'ensemble de la population qu'il y a un problème et qu'il y a aussi des solutions et que chacun doit pouvoir faire partie de la solution. Ici, Renewal Mill, qui se présente comme la farine qui combat les changements climatiques. Un autre exemple de upcycling, de revalorisation, où dans ce cas-ci, l'entrepreneur récupère les résidus de production de boissons d'avoine, boissons d'amande et de soya, et en fait une farine qui, encore une fois, est très, très nutritive et très versatile. Donc autre bel exemple. Création de partenariats au bénéfice de tous. Je vous le disais au départ dans nos mots-clés, ce qui pousse beaucoup cette tendance-là, c'est notamment le fait qu'on se rend compte qu'il y a une opportunité, pas juste sociale, mais aussi économique et écologique qui est autour de tout ça. Bref, l'opportunité est multifacette, si je peux dire. Je dois vous présenter un peu plus en détail cet exemple-là dont on a brièvement parlé lors de la remise des prix Ciel Innovation en début de semaine, parce que cette entreprise-là faisait partie de nos 10 finalistes. Le concept derrière cette ligne de sorbet n'était pas de développer des nouveaux sorbets, était de sauver un arbre, une espèce particulière de palmier qui pousse sur la côte atlantique dans les forêts brésiliennes, qui est en voie de disparition, notamment parce qu'elle est surexploitée pour les cœurs de palmier. Donc, avis aux intéressés et à ceux qui adorent les cœurs de palmier, sachez que ça vient d'un palmier bien particulier qui a la vie dure en ce moment. Bref, le palmier n'est pas juste intéressant pour ses cœurs, mais aussi pour un fruit qui pousse dedans, qui est extrêmement nutritif, extrêmement riche en antioxydants notamment. Donc, l'entreprise a pris le pari et la mission de sauver cet arbre-là en se concentrant sur le fruit plutôt que sur le cœur, donc une façon de sauver l'arbre plutôt que de le tuer, et en offrant donc un produit qui est bio et qui est intéressant et qui travaille en collaboration avec les habitants locaux. Donc, tous ceux qui en ont sur leur terre ou auprès d'eux travaillent avec l'entreprise pour récolter, replanter, préserver. Donc, c'est un beau 360 qui est fait ici par l'entreprise. Nos facteurs d'influence ici, crise environnementale, sociale et humanitaire, évidemment que ça met beaucoup de pression là-dessus et ça, c'est pas prêt d'arrêter. Toute la pression financière individuelle et collective et là, la COVID qu'on vit en ce moment vient encore une fois d'ajouter du poids sur cet élément-là. Diffusion en continu de l'avancement de la science et des technologies. On est de plus en plus au courant de ce qui se fait. On s'inspire les uns les autres parce que toutes ces nouveautés-là se jasent et se discutent et font jaser beaucoup. Et aussi, fait intéressant, on est sur le point de bascule d'un changement de perception entre quelque chose qui était perçu comme un rejet, un déchet, qui devient soudainement cool, donc attirant. Et cette notion-là d'image, elle est extrêmement importante pour pousser sur cette tendance-là et lui faire prendre de plus en plus d'ampleur. Dans certains cas, ce sont des chefs qui ont décidé de s'impliquer et de développer des choses intéressantes. Dans d'autres cas, un peu comme l'entreprise Regrain dont je vous parlais tout à l'heure, c'est des jeunes entrepreneurs très dynamiques, très allumés, très présents sur les médias sociaux et qui sont particulièrement doués à raconter l'histoire qui vient avec leurs produits et tout ce qui se passe autour. C'est très inspirant. Alors tout d'un coup, encore une fois, ce qui était un rejet ou un déchet devient quelque chose de cool. Pardon, je ne suis pas dans le bon sens.
Donc, la quête du consommateur dans cette sphère-là, c'est notamment de combler un certain vide intérieur. On a été trop longtemps complètement déconnecté de notre alimentation et j'ai envie de dire inconscient en bonne partie de ce que ça implique et de tout ce que ça amène comme conséquences bonnes ou moins bonnes. Et aussi, c'est ça, bon, on a besoin de refaire partie de l'équation, de redonner un sens à la consommation. Et ça, la COVID a eu une influence sur cet élément-là. Réaligner ses choix aussi avec ses valeurs quand on prend conscience que certains choix qu'on fait sont nuisibles ou dommageables à des gens, à des populations, à la santé, à la nature, peu importe. Ça finit par déranger. Et si ce n'est pas dans nos valeurs, ça peut nous pousser à prendre position plus dans la sphère de valorisation et collaboration. Et ultimement aussi de profiter autant que faire profiter, dans tous les sens du terme, économique bien sûr, mais pour tout ce que ça amène comme autre bénéfice et comme autre bienfait, c'est définitivement très valorisant. Dans ce cas-ci, je pense que c'est clair, vous serez d'accord avec moi qu'il n'est pas question d'essayer d'harmoniser ou de marier ces deux extrêmes-là. Elles vont demeurer des extrêmes. Et c'est vraiment du côté de la valorisation et collaboration qui a un dynamisme et qui a beaucoup d'innovation et d'opportunités à aller chercher. Cela dit, il y a définitivement de l'espoir et des opportunités aussi pour les produits et les marques qui sont encore plutôt du côté gauche. Et c'est notamment de simplement commencer quelque chose, d'entamer une démarche et d'être honnête et transparent avec nos consommateurs comme quoi on est dans une démarche. On s'en préoccupe, on fait un effort. C'est ce que fait, entre autres, Harmless Harvest, très dynamique depuis déjà un certain nombre d'années. Leur créneau, c'est la noix de coco. Et ils ne s'en cachent pas sur leur site web que it's a work in progress, que tout n'est pas parfait, donc encore, mais c'est du travail de tous les jours et autant que possible, au rythme où ils le peuvent, ils avancent un pas à la fois dans une direction qui colle plus avec leurs valeurs et leurs objectifs. Donc, l'idée n'est pas d'être parfait demain matin, mais déjà d'entamer une démarche et de le faire savoir au consommateur et de lui permettre de nous suivre dans cette démarche-là peut être une belle opportunité. Mon dernier duo, rapidement, au niveau du virtuel contre le sensoriel ou expérientiel, si vous me permettez l'expression ici. Pour les besoins de ce matin, c'est une grosse sphère que j'aurais pu exploiter presque 100% de la conférence, mais j'ai choisi de me concentrer rapidement sur davantage le volet shopping, donc online shopping versus experiential shopping. Donc, au niveau du virtuel, nos mots-clés sont essentiellement ceci, praticité, indépendance, mais aussi une certaine froideur ou définitivement une distance. Qu'est-ce qu'on a derrière ça? En fait, honnêtement, je pense que personne va être surpris, d'autant plus avec la pandémie qu'on est après vivre là. Les achats en ligne ont une croissance qui dépasse toutes les prédictions. C'était déjà un mouvement qui était en croissance depuis un certain nombre d'années. Lentement, mais sûrement, les achats en ligne, les achats d'aliments en ligne se faisaient, mais on était quand même loin de notre compte. Notamment, vous serez d'accord avec moi que c'est pas... acheter des aliments en ligne, c'est un peu contre nature. Des aliments, c'est vivant, c'est sensoriel, ça éveille en fait nos sens, tous nos sens sont stimulés par le processus d'achat autant que la consommation comme telle. Donc, de tout ramener ça derrière un écran est un peu contre nature dans une certaine mesure. C'est pas surprenant que ça ait pris du temps avant que ça décolle, mais reste qu'il y a plein d'avantages à aller chercher de ça. Nielsen aux États-Unis prévoyait en début d'année, avant la pandémie, donc que d'ici 2025, les ventes en ligne d'aliments et de breuvages se rendraient jusqu'à une hauteur de 143 milliards de dollars, ce qui est énorme. Et avec ce qui se passe en ce moment avec la COVID et tout, je ne suis pas inquiète qu'on va finir par atteindre ça. Reste que les derniers indicateurs nous montrent qu'il y a une certaine stabilisation qui commence à se faire. Le buzz, le gros buzz du début est passé, mais il y a une croissance soutenue qui devrait continuer.
Je voulais vous montrer quand même un exemple. Je vous disais il y a quelques instants que c'est un peu contre nature d'acheter des aliments en ligne. Il y a certains détaillants qui ont choisi d'attaquer ça de différentes façons et d'amener, disons, l'expérience virtuelle ou d'essayer d'amener l'expérience virtuelle à un autre niveau. C'est le cas notamment de Thrive Market aux États-Unis, qui est une épicerie 100% en ligne, bio, sans OGM sur tous leurs produits et qui ont la particularité, en fait, quand on s'abonne, quand on se connecte à notre compte, on nous demande, il y a un tout petit questionnaire qui est à remplir sur, bon, qu'est-ce qu'on recherche? C'est quoi nos besoins particuliers? Et ça va vraiment dans toutes les directions, à la fois des besoins nutritionnels, des ingrédients à éviter, mais aussi des choses qui touchent carrément nos valeurs. Donc, est-ce qu'on est particulièrement intéressé, par exemple, à encourager des entreprises qui sont gérées par des femmes? Ou des entreprises qui ont des engagements en termes d'éco-responsabilité, qui sont certifiées B Corp, peu importe, il y a plein de critères qui sont là. Et donc, quand on arrive dans l'épicerie en ligne comme telle, on est déjà guidé, il y a déjà une certaine présélection qui est faite pour nous par le logiciel pour nous faire voir les produits qui correspondent véritablement à ce qu'on recherche. Donc, une façon de simplifier, d'accélérer et de rendre nos achats encore plus sur mesure, malgré le fait que ce soit complètement virtuel. Les facteurs d'influence, donc, de ce segment-là, évidemment, l'explosion de l'offre et du nombre de lieux d'achat y est pour quelque chose. Le fait d'avoir la possibilité de pré-magasiner en ligne, qu'on veuille aller faire les achats finalement dans le magasin ou pas, c'est extrêmement pratique et ça limite les déplacements, limite le temps. On est tellement occupé que vraiment le virtuel est là pour rester sans l'ombre d'un doute. Curiosité exacerbée par les médias sociaux, évidemment, nous amène beaucoup en ligne. La technologie qui est maintenant complètement accessible ou presque, et la pandémie qui nous ramène, qu'on le veuille ou non, devant nos écrans plus souvent qu'autrement. Et ce que recherche le consommateur essentiellement dans cette sphère-là, c'est d'abord et avant tout de la praticité. On veut sauver du temps et ou des étapes dans notre shopping, dans notre processus d'achat. La possibilité aussi d'obtenir une diversité d'opinions sans avoir à parler à personne. On est parfois un peu gêné ou un peu antisocial quand on fait des achats. On veut savoir, mais sans se faire juger de nos questions. Donc, le fait de passer par le virtuel nous aide là-dessus. Accès à une offre élargie et illimitée. Et bien sûr, une complète indépendance dans ce qu'on fait. J'aurais pu vous parler aussi sous cette sphère-là de l'explosion qui continue contre toute attente des applications pour nous aider à choisir ce qu'on devrait manger, comment on devrait le manger, etc. Mais je vais rester sur le shopping pour le moment. Le temps file. Donc, du côté sensoriel, évidemment, nos mots-clés, c'est simple, vivant, personnalisé. On parle d'une transmission de savoir et de valeur. C'est très concret dans ce cas-ci et un sens de la communauté. Deux exemples en particulier que je voulais vous montrer, et ça, c'est pré-COVID, je dois le mentionner, de toute façon, vous l'auriez deviné. Foxtrot, petite chaîne américaine qui s'est développée dans quelques villes, notamment Dallas, Chicago et Washington, si ma mémoire est bonne, qui ont décidé vraiment, en fait, eux, ils avaient commencé 100% en ligne, Foxtrot. Et ils ont décidé finalement d'ouvrir des points de vente pour ramener cette notion-là d'expérience et d'essayer d'amener un peu de plaisir dans l'achat alimentaire, de ramener ça plus naturel, j'ai envie de dire. Et ils ont poussé ça à l'extrême en installant dans leur magasin des sections lounge. Il y a des baristas, donc on ne peut pas juste s'acheter du café qu'on fera à la maison, puis il y a carrément un coffee shop, mais avec des baristas à l'intérieur. Donc, vous pourriez vous asseoir tranquillement, lire la circulaire ou juste le journal, prendre le temps de vous poser un peu là avant ou après avoir fait vos achats, des espaces pour travailler. Bref, vous pourrez aller voir sur leur plateforme, il y a plein de possibilités, mais leur idée, leur concept était vraiment de convertir cette obligation-là en moment agréable. Juste avant la pandémie, ils en étaient à 50-50 de leur vente en ligne versus en magasin, bien que le concept magasin soit assez nouveau. Donc, ça montre qu'il y a vraiment un intérêt, puis un certain besoin du consommateur d'expérimenter. Autre exemple que je trouve vraiment intéressant, Pop-Up Grocery, Pop-Up Grocer, pardon, qui est aussi un exemple
américain, ça donne que j'ai beaucoup d'exemples américains aujourd'hui, qui est en fond une mini-épicerie itinérante. Cette épicerie-là a pignon sur rue à un endroit précis pendant 1 mois. Point. Ils vont faire beaucoup de pubs, beaucoup de buzz sur les médias sociaux, entre autres, pour attirer les gens et leur dire « Hey, on est rendu là ». Et 30 jours plus tard, ils déménagent et ils changent parfois juste de quartier, parfois de ville, parfois d'État complètement. Donc, ils se promènent un peu partout aux États-Unis. Les gens les suivent. C'est vraiment une micro-épicerie qui s'est donnée comme mission, notamment de faire découvrir des nouveaux produits. Leurs employés sont bien formés sur tous les produits. Ils sont là pour vous expliquer des choses, vous transmettre toute la passion de l'entrepreneur qui a créé cette chose-là. Donc, un incubateur de start-up extraordinaire et une petite caverne d'Alibaba aussi pour découvrir plein de nouvelles choses. Donc, beau petit buzz, beau concept sensoriel expérientiel aux États-Unis. Et plus près de chez nous, je trouvais intéressant de vous présenter cet exemple-là qui est carrément hybride entre les deux. Si vous ne connaissez pas Couleur Chocolat, qui est une chocolaterie à Sainte-Anne-des-Monts, en s'en allant vers la Gaspésie, la prochaine fois que vous irez dans le secteur, vous devez arrêter là. Et là, parole de Chocoholic, c'est extraordinaire ce qu'ils font comme produit. Bref, bien avant la COVID, ils avaient eu l'idée d'ajouter, en fait, de faire vivre une expérience 3D aux visiteurs. En fait, ils donnaient la possibilité, avec les lunettes de réalité virtuelle, de se promener dans l'atelier de fabrication et de voir les chocolatiers à l'œuvre. Et ce qui est intéressant de faire ça à même la boutique, c'est que pendant qu'on fait ça, ça a beau être du virtuel devant nos yeux, nos sens sont hyper sollicités parce que je n'ai pas besoin de vous dire que ça sent bon dans la boutique. Ça sent le chocolat à plein nez. On nous fait faire une dégustation aussi de ce qu'on va avoir vu. Donc, une expérience, encore une fois, multisensorielle très, très intéressante qui pourrait être inspirante pour gérer ou aider à gérer les enjeux de sécurité qu'on a en ce moment. Facteur d'influence dans ce cas-ci, forte concurrence qui nous force tous à se réinventer, les médias sociaux et la recherche de sensations toujours plus fortes. Ça n'arrêtera pas. Le consommateur, ce qu'il recherche, découvrir, évidemment, essayer de convertir une obligation à une sortie qui est agréable, vivre quelque chose de concret. On a besoin de plus en plus de se sortir de nos écrans, de nos têtes et faire des achats selon son budget, selon ses goûts, mais aussi selon ses valeurs, ce qui est beaucoup plus difficile, ou en fait, pas nécessairement beaucoup plus difficile, mais qui est différent quand on est en virtuel versus quand on a la possibilité de rencontrer les gens concernés par ce qu'on veut acheter. Donc, dans ce cas-ci, comme pour ma première tendance, je ne vois pas une opposition qui est irréconciliable et même c'est plutôt le contraire. À mon avis, ces deux extrêmes-là, en apparence, déjà, elles ont commencé à bien se marier, mais elles doivent plus que jamais se marier. C'est sans doute le duo d'opposition sur lequel il y a le plus gros impact à cause de la pandémie de la COVID. Et un des éléments particuliers qui touche très fort les deux segments, c'est la sécurité. Sécurité informatique et sauvegarde de nos données personnelles du côté virtuel, sécurité plus sur un aspect de santé quand on est en expérientiel. Mais d'une façon ou d'une autre, ce qui est clair, c'est que les consommateurs n'ont plus jamais besoin d'être rassurés, quel que soit le mode d'expérience qu'on veut leur faire vivre. Mais le virtuel ne remplacera pas l'expérientiel. L'expérientiel doit trouver une façon de naviguer avec cette nouvelle réalité-là qu'on traverse en ce moment pour garder le côté humain et très vivant de l'alimentation. Donc, je synthétise vite, oui, je viens voir qu'on est à l'heure pile, pardon. Les oppositions sont... Ça va aller, Isabelle, on va te laisser un petit peu de temps. C'est 2 minutes et j'aurai terminé. Donc, en bref, les oppositions, ça fait partie de la vie. On a besoin de ces contradictions-là pour que les forces s'équilibrent, comme diraient les physiciens. Mais donc il faut pas s'en étonner. Ils sont là pour rester. Puis les contradictions aussi dans les choix des consommateurs sont aussi là pour rester. Puis comme vous voyez, plus les contradictions, pas les contradictions, mais plus les oppositions sont grandes dans les tendances, plus ça devient difficile pour le consommateur de se positionner dans tout ça. Clairement, la santé et le développement durable sont deux facteurs d'influence qui rejoignent presque toutes les tendances opposées et qui doivent être prises en compte et adressées par les entreprises et les marques.
La quête du consommateur qui est de plus en plus influencée par ses valeurs et ses préoccupations et non plus juste ses besoins. La pandémie vient nous le prouver encore une fois, il vient juste d'ajouter une cerise de plus sur un sundae qui était déjà bien garni. Rigueur, 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 c'est un mot-clé que je répète souvent avec les entreprises avec lesquelles je travaille et que je ne peux pas m'empêcher de continuer de répéter, c'est de mise pour à la fois obtenir et garder la confiance des consommateurs. Les gens sont très ébranlés, sont très méfiants. Et il faut aussi s'intéresser de notre côté aux croyances populaires. C'est pas parce que c'est faux et qu'on sait que c'est faux que ça n'a pas de valeur. Les gens sont très influencés par ça. Et encore une fois, les médias sociaux aident et n'aident pas dans ce sens-là. Le dernier point important que j'aime souvent aussi répéter aux entreprises, j'entends souvent, je ne comprends pas, mes consommateurs, ceux que je vais sonder, me disent qu'ils veulent ceci ou veulent tel genre de critères, mais concrètement, ils continuent d'acheter le produit qui est à l'opposé de ça, puis qui n'est pas vraiment santé ou pas vraiment pratique ou responsable, etc. Les gens nous mentent. C'est pas tant que les gens nous mentent qu'il y a d'autres choses ou d'autres besoins, des fois, qui prennent le dessus sur leurs préoccupations. Donc, si ce genre de situation-là vous arrive, intéressez-vous davantage aux produits à succès. Qu'est-ce que le consommateur va acheter à la place de votre produit qui, soi-disant, répond mieux à ses attentes ou à ses besoins? Et quels sont donc les autres besoins que ce produit-là à succès répond auxquels vous ne répondez peut-être pas? Si vous arrivez à les intégrer dans votre équation, là, vous allez avoir le full package, puis en principe, il n'y a pas de raison pour que le consommateur ne vous suive pas. Dernière chose, compromis. C'est un mot qui est devenu comme la bête noire d'à peu près tout le monde. On est tanné d'en entendre parler. Je vous invite à arrêter de voir les compromis comme quelque chose de complètement négatif et arrêter de se poser la question, mais quel compromis je dois faire pour être rentable ou pour essayer de satisfaire tout le monde? La question devrait toujours être, où est-ce que devrait se situer ma marque sur le continuum des possibilités? Je vous ai présenté 3 oppositions, 3 courants opposés qui encore une fois, s'opposent de façon quand même franche sur plusieurs aspects. Où est-ce que votre marque et votre entreprise se situent dans tout ça? Où souhaitez-vous qu'elle se situe dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Et prenez position par rapport à ça et soyez clairs et bien engagés et assumés auprès de vos consommateurs. Ils vont vous suivre si c'est effectivement clair et pertinent et bien en lien avec votre marque, mais allons-y dans le positif. Où voulez-vous vous situer sur le continuum des possibilités? Merci à Protéines XTC pour les données quantitatives que j'ai pu vous présenter au début et un sincère merci à mon ami Louis Prudhomme pour les magnifiques photos des tendances que j'ai pu mettre dans ma présentation. Merci à vous finalement pour votre attention. Merci Isabelle, c'était très enrichissant et j'ai beaucoup aimé la dernière partie parce qu'on est en plein dedans sur l'expérientiel et le virtuel d'une certaine manière, tout ce qui est technologie et expérientiel. On essaie de le faire vivre aussi à travers nos salons l'année prochaine parce qu'on va devenir de plus en plus hybride, hélas. Mais bon, c'est une remise en question et on essaye d'avancer dans ce sens-là. Donc, il n'y a pas que dans l'alimentation où cette dualité se met en place et l'industrie des événements, il va aussi et est obligé d'y passer d'ailleurs. Voilà. Je demande à l'auditoire s'ils ont des questions pour Isabelle. C'était assez complet, donc je pense que tous les détails étaient bien développés. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de questions là-dessus. Ah, si, il y en a une qui arrive. Bonjour, merci pour cette présentation des tendances. Est-il possible de récupérer la présentation? En fait, je vous invite à me retrouver sur le Hub des experts. On pourra s'échanger nos coordonnées et voir ce qui vous intéresse en particulier dans la présentation. Ah oui, c'est important de le préciser. Isabelle et Dana partagent le stand du CIAL Innovation dans le hall de l'expertise du CIAL. Donc, vous pouvez aller la rencontrer et discuter directement avec elle à travers le chat ou le visio-chat, parce qu'il y a les deux qui sont possibles. Donc, n'hésitez pas à aller la voir tout de suite après la présentation d'aujourd'hui. Je ne vois pas d'autres questions, mais encore une fois, ta présentation, Isabelle, était vraiment, vraiment très détaillée. Je pense que toutes les informations y étaient. Moi, je vais vous souhaiter à tous une très bonne 4e journée du CIAL Canada. Il y a d'autres conférences à venir. Je voudrais te remercier encore, Isabelle, pour ton implication en tant que non seulement
conférencière, mais aussi en tant qu'experte en innovation pour notre réseau depuis tant d'années. On est très content de t'avoir avec nous et on espère t'avoir l'année prochaine encore. Je sais que tu avais été aussi impliqué au Ciel Paris en 2018, mais bon, cette année, on peut dire que tu vas avoir 4 ans pour y retourner, c'est pas grave, en 2022. Voilà. Donc, écoutez, merci à tous pour votre écoute. Sachez que cette conférence évidemment sera sur notre chaîne YouTube dans à peu près 1h30, 2 heures. Et elle est aussi possiblement sur la section, elle sera aussi visible sur la section, conférence en rediffusion du site virtuel du Ciel Canada. Merci à tous, bonne journée